Donc, avant d'appeler le premier orateur inscrit dans la discussion générale, je vous rappelle que pour les lectures définitives, les interventions dans la discussion générale valent explication de vote. Et donc, le premier orateur, c'est Madame Marie-France Laureau pour le groupe Rassemblement national. Merci beaucoup. Madame la ministre, Madame la présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. C'est un nouveau fléau qui touche nos sociétés contemporaines, droguées à la tyrannie de l'immédiateté. D'une apparente désinvolture, la diffusion d'images de nos enfants, en particulier sur les réseaux sociaux, porte en elle son lot de dangers. Avec 53% de parents français ayant déjà partagé des contenus de leur enfant sur ces réseaux, si l'on en croit l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, notre pays souffre de cette tendance. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et qui vise à garantir le respect du droit à l'image de l'enfant est une réponse à cet inquiétant phénomène qu'il nous faut juguler. Une précision en guise d'introduction semble s'imposer. Il n'est en aucun cas question ici de remettre en cause le caractère primordial de l'éducation des enfants par leurs parents. L'État ne saurait se substituer aux dépositaires légitimes de l'exercice de l'autorité parentale, au risque de créer un précédent dangereux et d'immiscer un peu plus encore l'administration dans la vie des familles. Cette proposition de loi a un mérite, celle de rappeler l'évidence. L'évidence qui doit venir à l'esprit de tout parent dont le rôle est effectivement de protéger sa progéniture dans tous les sens du terme. L'ajout de la mention explicite sur le respect de la vie privée de l'enfant que vous introduisez à l'article 1 est donc apparu naturel aux membres du groupe du Rassemblement national. C'est encore l'évidence qui conduit à rappeler au sein de l'article 2 la protection du droit à l'image de leur enfant dont les parents sont communément garants. Cet article, qui constitue une disposition de bon sens, est néanmoins sorti de dispositions déjà satisfaites qui mériteraient d'être supprimées, me semble-t-il. Comme par exemple le fait d'associer l'enfant aux décisions qui le concernent, déjà consacrées par le Code civil, au même titre que les atteintes à l'intimité de la vie d'autrui, déjà punies par le Code pénal. Un autre objectif de cette proposition de loi consiste à se faire l'écho d'une promesse présidentielle, celle de faire de la protection de l'enfance une grande cause du quinquennat. Cette promesse doit être concrètement mise en œuvre, comme l'allocation de moyens allouée aux enfants handicapés, confiée à l'aide sociale à l'enfance, qui compte parmi les urgences et qui devrait être mise en application. Et si l'on peut se réjouir des quelques propositions développées par le projet de loi Sren en matière de protection des mineurs exposés à la pornographie, il est nécessaire de se montrer plus acharné sur ce combat. La part des mineurs fréquentant des sites dits pour adultes est passée de 19% en fin 2017 à 28% à la fin 2022, si on en croit l'Arcom. Concédons dans cette perspective que notre texte dispose d'un atout réel. Il permet d'avertir les parents des dangers sous-jacents à l'exposition de l'image de leurs enfants. La possibilité pour le père ou la mère de l'enfant d'émettre une réserve par rapport à son conjoint quant à la diffusion de l'image de l'enfant proposée à l'article 3 nous semble une mesure judicieuse. Certains parents ne peuvent en effet soupçonner l'usage qu'il sera fait des images qu'ils déposent sur les réseaux publics. Avec 85 millions de vidéos et d'images pédocriminelles qui ont circulé dans le monde en 2021, les dangers de voir les contenus détournés vers d'aussi misérables buts sont extrêmement grands. Et les parents français doivent être particulièrement vigilants. La France se situerait en effet au 4e rang mondial des pays hébergeurs de tels contenus. C'est essentiellement parce qu'il veut protéger l'enfant de telles expositions que le groupe Rassemblement national portera sa voix en faveur de cette proposition de loi. Parce que nous sommes persuadés que la défense des familles passera par des lois justes, à même de protéger les plus faibles et destinées à offrir des perspectives d'espérance pour l'avenir. C'est aussi la raison pour laquelle nous appelons à faire davantage en matière de protection de l'enfance. Dans cette perspective, nous déposerons très prochainement une proposition de loi visant à retirer tout contenu relatif à des jeunes personnes, dès lors seulement que leur minorité est vraisemblable. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Andy Kerbrat pour le groupe La France Insoumise. Je sais pas si
Merci Madame la Présidente. Chers collègues, dès lors de son premier passage, nous avions apporté nos voix pour l'adoption de ce texte qui vient combler un vide juridique et protéger les plus jeunes dans une partie de leur identité, jusqu'ici ignorée par nos textes de loi et désormais incontournable, leur image en ligne. Son image est la partie de la vie privée d'un enfant qui est la plus exposée en ligne. Par lui-même, bien sûr, car les limites d'âge n'ont jamais été respectées par personne, mais aussi par ses proches. Ce qui est de nature numérique peut rapidement avoir des conséquences néfastes sur le réel, parfois de façon complètement imprévisible. L'identification par des individus, des lieux et des habitudes de vie est possible à partir d'une simple photo et met en danger et met dans les mains de possibles prédateurs. Le cyberharcèlement, qui existe depuis la naissance d'Internet, a déjà brisé de nombreuses vies. Parents comme enfants doivent être formés et informés pour pouvoir au mieux défendre leurs droits. Il reste beaucoup de chemin à faire, et oui, ce texte, qui se veut avant tout une loi pédagogique, avant que d'être une loi répressive ou sanctionnatrice, permet une avancée sur la question du droit à l'image de l'enfant et leur identité numérique. Mais nous regrettons l'absence au banc d'un vrai secrétaire d'État en charge de leur enfance, car en matière des droits de l'enfant, les gouvernements successifs ont de la marge. Alors que Macron avait annoncé faire de la protection de l'enfance l'autre grande cause de son quinquennat, la situation des droits de l'enfant est plus que jamais inquiétante. Comme pour les droits des femmes, vous êtes plus dans le paraître que dans les politiques concrètes. Alors que nous reste-t-il pour faire de la pédagogie et protéger ? 1117 emplois en moins parmi les enseignants du premier degré et 480 emplois en moins parmi les enseignants du second degré. Plus de 2000 classes en école primaire ont été fermées pendant l'été. La rentrée scolaire 2023 a été inédite dans le mauvais sens du terme. Le bilan du bref passage de Gabriel Attal à l'éducation tient plus de la casse que de la réparation. Son obsession pour les vêtements des enfants, de l'abaya en passant à l'uniforme, jette un voile sur les plaies béantes de financement de l'école de la République et de rémunération de ses professeurs. Cette politique trahit une incompétence totale en termes éducatifs. En Macronie, c'est l'apparence des élèves qui compte, pas leurs conditions de vie, pas la qualité de travail de leurs enseignants, pas leur environnement d'études. Et cette loi, elle ne repose que sur l'engagement d'un parlementaire, notre collègue Studer, et pas du gouvernement. Comment voulez-vous que les profs, avec le temps de travail hebdomadaire médian de 43 heures, selon le ministère, puissent protéger et éduquer les enfants à leur vie privée en ligne ? Travailler toujours plus, c'est moins de temps pour suivre les élèves, identifier et prévenir les cas de harcèlement via les réseaux sociaux. Comment faire avec moins de 1000 personnels de santé affectés aux établissements scolaires pour en soigner les conséquences ? Quand vous avez près de 3000 enfants à la rue et que vous n'avez pas de ministre du Logement, vous ne pouvez pas parler de protection de l'enfance. Quand, dans la loi Asile-Immigration, vous avez créé une distinction entre les enfants étrangers et les autres, renvoyant les premiers à la rue avec une OQTF dès la majorité, vous ne pouvez pas parler de protection de l'enfance. Quand votre ancienne secrétaire d'État, qui a refusé jusqu'à son départ d'appliquer la loi et d'interdire les placements à l'hôtel des mineurs et jeunes majeurs pris en charge au titre de l'aide sociale, observant les bras ballants, les scandales, les agressions, la maltraitance des enfants les plus fragiles, vous ne pouvez pas parler de protection de l'enfance. Nous saluons l'entrée dans le code civil de la vie privée des enfants. Mais dans le fond, sur ce sujet, comme sur les autres, vous êtes dans le rafistolage. Lors du dernier examen de cette loi, j'alertais déjà sur la fin programmée des travaux de la Ciivise. Depuis, le juge Durand a démissionné et le comité Théodule de Madame Berger a été déserté par les acteurs de l'enfance. Il y a quelques jours dans Le Monde, une tribune vient vous interpeller, Madame la Ministre, encore à ce sujet. Les nouvelles directives viennent remettre en question la parole de l'enfant. Face au succès de la Ciivise, répondant parfaitement à la mission qui lui a été confiée, la nouvelle orientation mettant fin aux réunions publiques et remettant au placard les victimes devenues adultes est le parfait exemple de votre lâcheté. Nous faisons des meetings en hologramme, vous gouvernez en hologramme. Tout n'est qu'image, apparence, camouflage. Vous protégez l'image des enfants, mais pas les enfants. Vous cassez tous les budgets à la tronçonneuse, votez des lois d'exclusion contre les mineurs étrangers, sabrez les commissions indépendantes et ensuite, vous venez mettre un petit pansement sur une plaie béante. Ce texte est une avancée, mais il ne saurait cacher toutes les reculades de votre gouvernement en matière de protection des enfants. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Émilie Bonivard pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues,
Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais moi j'ai lu et été fortement marquée par un roman de Delphine de Vigan qui s'appelle « Les enfants sont rois ». Et je crois que ce roman est totalement visionnaire sur ce que l'on peut faire des enfants, ce que les parents peuvent faire en innocence, en tout cas sans penser à mal de leurs enfants, en les exposant sur les réseaux sociaux. Et je suis heureuse que cette proposition de loi du collègue Studer ait permis d'aborder les questions du respect du droit de l'enfant sur les réseaux. La question qu'on peut se poser aussi plus largement, c'est qu'est-ce que les réseaux sociaux apportent de positif dans nos vies ? Plus on avance dans le temps, plus je suis convaincue qu'ils les font reculer, et je crois que les défis seront encore grands pour répondre à ces difficultés, aux difficultés que les réseaux sociaux et que l'exposition de nos vies sur ces réseaux apportent. Cette proposition de loi porte sur le respect de la vie privée des enfants afin de garantir leur sécurité dans l'espace numérique. Cela est consacré par l'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ce principe doit être renforcé par une meilleure régulation du numérique. Les enfants sont désormais surexposés sur les réseaux sociaux, et ce, dès leur plus jeune âge, à travers les comptes de leurs parents ou via leur propre compte. Cette diffusion photographique finit parfois sur des sites pédopornographiques. Cela a été dit, 50% des images diffusées sur ces sites ont initialement été prises par les parents ou portent ultérieurement, évidemment, préjudice à l'enfant. C'est 300 millions de photographies qui sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux, et plus d'un internaute sur deux prend une photographie avant tout dans le but de la partager en ligne. On estime en moyenne qu'un enfant apparaît sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans sur ses comptes propres, ceux de ses parents ou de ses proches. La publication sur les comptes des parents de contenus relatifs à leurs enfants constitue aussi ainsi aujourd'hui l'un des principaux risques d'atteinte à la vie privée des mineurs, pour deux raisons. D'une part, du fait de la difficulté à contrôler la diffusion de son image, d'autant plus problématique dans le cas de mineurs. D'autre part, en raison d'un conflit intérieur, un conflit d'intérêts susceptible de survenir dans la gestion du droit à l'image des enfants par leurs parents. Les parents titulaires de l'autorité parentale devraient être et sont garants et les protecteurs du droit à l'image de leur enfant. Toutefois, avec l'essor des réseaux sociaux et l'économie d'influence qui en résulte, de nombreux parents se retrouvent à exploiter l'image de leurs enfants et ainsi à les surexposer sur Internet. Cette exploitation donne parfois lieu à des séquences humiliantes, dégradantes ou néfastes pour l'enfant. Comme le souligne la défenseure des droits, Mme Claire Hédon, et le défenseur des enfants, M. Éric Delmar, dans leur rapport annuel sur la protection des droits des enfants, les violations du droit à l'image des enfants, composante du droit au respect de leur vie privée, restent en pratique communément admises. Ce texte vise donc à privilégier l'impératif de l'intimité face à la tentation de la viralité afin de protéger la vie privée de l'enfant. Dans la continuité de la loi enfants influenceurs, qui ne concerne qu'une infime partie des enfants exposés, cette proposition propose 4 articles afin de protéger la vie privée des enfants de manière pédagogique. Le groupe Les Républicains y est donc favorable, mais avec toutefois une limite, c'est qu'on a le sentiment que cette loi n'aura pas d'impact réel. C'est une loi finalement d'appel, en tout cas à nos concitoyens, une loi qui vise à faire prendre conscience, à faire modifier des pratiques, mais malheureusement nous doutons qu'elle ait une modification et un impact réel sur les comportements potentiellement des parents et sur la protection réelle de la mise en ligne des enfants. En tout cas, elle a le mérite d'exister. Nous la voterons, c'est un premier pas qui, selon moi, n'est pas suffisant, bien évidemment, mais je remercie le collègue Studer de l'avoir porté et je crois que c'est le premier pas vers un travail collectif que nous devons faire bien plus important pour protéger nos enfants, mais aussi nos concitoyens de toutes les dérives des réseaux sociaux. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Mathilde Jonquière pour le groupe démocrate.
Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Plus de 300 millions de photographies sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux. Parmi celles-ci figurent de nombreux clichés d'enfants. Selon une enquête britannique, un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans, tant sur ses comptes personnels que sur ses comptes de ses parents ou sur les comptes de ses proches. À ces risques identifiés s'ajoutent également des risques que l'on peut qualifier de sanitaires. En effet, l'exposition excessive au jugement de tiers, la course au like, la pratique de certains parents comme le prank, ces canulars qui sont faits aux dépens de l'enfant, peuvent générer des problèmes psychologiques chez les enfants, notamment dans l'acceptation de soi et de son image. Il est bon de rappeler que le droit à l'image qui découle du droit au respect de la vie privée, prévu à l'article 9 du Code civil, signifie que chacun a le droit de posséder ses propres images. Cela signifie ainsi que toute personne a le droit de s'opposer à la production, la publication et ou l'utilisation de son image sans son consentement. Comme l'a rappelé le Défenseur des droits dans son rapport publié en 2022, la multiplication des contentieux entre parents et jeunes majeurs dont les photos d'enfance et les détails privés de leur vie ont été publiés sans qu'ils aient pu y consentir vient interroger ces pratiques banalisées qui constituent pourtant des atteintes inédites à la vie privée de l'enfant. Il y a ici un vrai point d'alerte sociétal, la société dans laquelle nous souhaitons voir grandir nos enfants. Nul besoin de détails pour comprendre qu'il est bien difficile pour un enfant d'exercer son droit de s'opposer à l'utilisation de son image sans son consentement. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous, législateurs, les protégions de ce fléau qui se propage dans notre société, dans notre monde. Je tiens donc à saluer une nouvelle fois cette initiative qui vise à mieux protéger le droit à l'image des enfants sur Internet, comme le préconisent de nombreuses associations et le Défenseur des droits. Je salue également votre travail, monsieur le rapporteur. Écoute et compromis ont permis de tendre vers un texte qui soit à la fois protecteur et équilibré. Je me réjouis que le texte adopté en nouvelle lecture par les députés et les sénateurs permette enfin, en premier lieu, d'introduire dans la définition de l'autorité parentale la notion de vie privée. Cela consacre de manière expresse l'obligation des parents à veiller au respect de la vie privée de leur enfant, y compris son droit à l'image au titre de leurs prérogatives liées à l'exercice de l'autorité parentale. Dans un deuxième temps, la possibilité pour le juge aux affaires familiales d'interdire à un parent de publier ou diffuser toute image de son enfant sans l'accord de l'autre parent. Et enfin, la possibilité pour la CNIL de saisir la justice pour demander toute mesure de sauvegarde des droits de l'enfant en cas d'inexécution ou d'absence de réponse à une demande d'effacement de données personnelles prévue à l'article 51 de la loi Informatique et Liberté. Ainsi, et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le groupe démocrate votera pour ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Marietta Caramonli pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi dont nous discutons ce jour revient à un débat définitivement devant nous. Elle est à la fois, on l'a rappelé, intéressante, mais aussi ne recouvre, me semble-t-il, qu'une partie des attentes. Intéressante car son objet, garantir le respect du droit à l'image des enfants, épouse des préoccupations bien réelles, identifiées non seulement par les spécialistes, mais aussi éprouvées par les familles, parents et jeunes y compris. Elle est un peu en décalage par rapport aux attentes, je dirais, globales, car elle ne vise qu'à préciser certains points du droit, déjà largement acquis, et ne s'inscrit pas dans une véritable politique publique à l'intention des familles et des jeunes visant à informer, prévenir, utiliser les réseaux sociaux de façon rationnelle et raisonnable. Je pense particulièrement à l'éducation du droit au corps, dont le texte ne parle pas de façon explicite. Nous considérons que le droit à l'image est quelque sorte de prolongement non physique du corps et que la protection du corps des enfants pourrait être posée comme telle. Je note également que les constats, y compris officiels, vont dans le sens d'une interrogation sur la formation, l'éducation aux droits des enfants à celui un Internet plus sûr. Et certains programmes en traitent officiellement, y compris le cycle 2 et 3 à l'école, c'est-à-dire les enfants de 6 à 11 ans. Aucune grande consultation n'a été lancée auprès des parents autour de quelle vie numérique souhaiterions-nous justement pour nos enfants ou quels droits ou devoirs pour les parents et enfants. Il existe depuis 20 ans un certain nombre d'initiatives, des outils, des kits, mais nous n'avons aucune évaluation, aucun bilan
en ex post, aucune vue de ce qui est fait réellement et pourrait être amélioré. Je le répète ici, nous devons agir de concert, l'éducation et les moyens qui vont avec, mais aussi la loi pour encadrer. Et j'exprime ici, au nom de notre groupe socialiste et apparenté, le souhait qu'une politique publique transversale soit définie après concertation et discussion avec les acteurs, les familles et bien évidemment les jeunes et les enfants. Je l'avais déjà fait remarquer durant justement la précédente mandature, revenons seulement aujourd'hui sur les dispositions. L'article 1 qui introduit la notion de vie privée dans la définition de l'autorité parentale. Sans être opposé à cette disposition, il apparaît que le respect dû à la personne inclut par définition le respect de ses droits fondamentaux. L'article 2 précise que l'exercice du droit à l'image de l'enfant mineur est exercé en commun par les deux parents. Je note que l'article 372 du Code civil prévoit que les parents et les mères et pères exercent en commun l'autorité parentale. L'article 3 précise les mesures que peut prendre le juge en cas de désaccord entre les parents dans l'exercice du droit à l'image de l'enfant mineur. Je note également que ce point a déjà été tranché par le juge au cas des parents séparés, considérant que l'un des parents ne peut diffuser des photographies sur un réseau social ou professionnel sans l'accord de l'autre parent. Enfin, l'article 4 prévoit que la délégation de l'autorité parentale est étendue aux cas dans lesquels la diffusion d'images par les parents a porté une atteinte grave à la dignité de l'enfant. On peut raisonnablement aussi penser que l'article 377 du Code civil pourvoit déjà à la situation. Comme je l'ai déjà dit ici, nous ne disposons pas de données sur la volumétrie des saisines du juge et des contentieux au cours de ce droit déjà garanti. Mais il y a parallèlement plusieurs points implicites qui auraient mérité l'attention. Tous les mineurs, ils sont considérés de la même façon par la loi. En l'état, il existe pourtant une différenciation dans notre droit selon l'âge des jeunes. Ma question donc reste, comment articule-t-on la disposition générale concernant un mineur et les droits communs reconnus à l'enfant avec une responsabilité légale aux seuls parents? Par ailleurs, le projet traite aussi du recours porté devant le juge entre parents en cas de désaccord sur les abus que l'un d'entre eux pourrait faire à l'image de leur enfant. Comme nous l'avions déjà mentionné en commission, la proposition de loi évoquée ne pointe pas le recours possible d'un enfant mineur contre un seul de ses parents, parce qu'il y a aussi de nombreux enfants qui n'ont qu'un parent. Elle n'évoque pas dans ce cas l'hypothèse d'une demande d'intervention hors du parent qui voudrait diffuser sans l'accord de l'enfant, et on le rappelle, celui-ci a un droit à la protection. Quant à l'article 4, vous le considérez comme novateur. Si je prends également littéralement l'article 711-1 du Code civil, ce dernier dispose clairement de l'objet et des effets de l'autorité parentale. Donc ce projet a le mérite, je le rappelle, nous rappelons ici, de mettre un focus sur une question certes importante, mais sans l'inscrire dans une réelle politique publique. Bien sûr, nous allons voter et soutenir ce texte parce que c'est important de le rappeler. Mais je vous invite, monsieur le rapporteur et le gouvernement ensemble, de travailler d'ores et déjà à la suite, à ce texte qui nous manque, qui prendra en compte les attentes que j'ai exprimées ici au nom du groupe socialiste et apparenté et les propositions que nous avons formulées en commission et ici encore. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. La parole est maintenant à madame Naïma Moutchou pour le groupe Horizon et Apparenté. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. La pédagogie, c'est aussi l'art de la répétition, mais je voudrais répéter en particulier un chiffre qui est 1300. Avant l'âge de 13 ans, un enfant apparaît en moyenne 1300 fois sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui aiment les albums photos à la manière ancienne, 1300 images dans un album photo, c'est beaucoup, c'est très impressionnant. 1300 images de mineurs, donc, données à voir à tous, au monde, avec les risques bien connus aujourd'hui qu'une telle exposition entraîne. Les enjeux d'identité numérique, bien sûr, le harcèlement, l'exploitation commerciale, et puis, évidemment, la pédopornographie. Aucune photo n'est banale. Photo peut être banale en apparence, mais elle est toujours, par principe, susceptible d'être détournée, d'être dégradée, manipulée, quand ce ne sont pas les parents eux-mêmes qui, volontairement ou pas, mettent leurs enfants en scène dans des situations d'humiliation ou de gêne très éloignées de leur intérêt personnel.
Cette proposition de loi de notre collègue Bruno Studer met en lumière ce phénomène de mode aux effets dévastateurs, l'exposition de la vie privée des enfants dans l'espace numérique. C'est un enjeu qui est devenu incontournable pour la sécurité, pour le développement et pour la socialisation des plus jeunes. Et en attendant de s'attaquer aux raisons profondes de ces bouleversements, et il y en a beaucoup, les réseaux sociaux et leurs diktats, les nouvelles réalités familiales, le rôle et la responsabilité évidemment des parents qui doivent être mises en débat. En attendant, le texte qui nous est présenté en lecture définitive s'attache à modifier les règles d'exercice de l'autorité parentale pour y intégrer, noir sur blanc, ce droit à la vie privée de l'enfant. Ce texte précise que les deux parents exercent ensemble le droit à l'image de leur enfant mineur et que l'enfant doit y être associé selon son âge, selon sa maturité. Il est important de le rappeler. En cas de désaccord des parents, évidemment, ça arrive, eh bien, le texte permet au juge moral de l'enfant. Enfin, l'article 5 qui est introduit par le Sénat permet à la CNIL de saisir les juridictions compétentes pour solliciter cette fois-ci le blocage d'un site internet qui porterait atteinte aux droits des mineurs. Toutes ces mesures vont dans le bon sens. Encore fallait-il le faire. Toutes ces mesures sont nécessaires et elles portent un message clair. Si les parents n'exercent pas leurs responsabilités avec lucidité et avec vigilance dans l'intérêt supérieur de l'enfant, alors c'est la justice qui sera là pour le leur rappeler. Et nous le savons, le sujet est loin d'être épuisé. Notre Assemblée, dans le même esprit, avait voté une proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique à 15 ans pour l'inscription et l'utilisation des réseaux sociaux. C'était à l'initiative de mon groupe. Nous avons également voté une proposition de loi qui vise à prévenir l'exposition excessive des enfants aux écrans, texte de notre collègue Caroline Janvier. Mais je l'évoquais un peu plus tôt, le droit ne peut pas tout. Et il faudra continuer à sensibiliser les parents, à tenir compte de la parole de l'enfant, à lui offrir des espaces d'expression qui sont adaptés, qui sont respectueux de son intimité. Je veux évidemment saluer l'action menée de longue date par notre rapporteur sur ce sujet. Si vous me le permettez, saluer l'action résolue et ferme également menée par Charlotte Cobel sur le terrain, avec le soutien, bien évidemment, soutien précieux d'associations. La protection des droits de l'enfant est évidemment une question centrale pour l'avenir de la jeunesse et de la nation. Le groupe Horizon y est particulièrement sensible et donc nous voterons en faveur de ce texte. Merci. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Madame la ministre, Madame la présidente, chers collègues, monsieur le rapporteur, il y a une urgence absolument à légiférer sur le droit à l'image des enfants. Quelques chiffres qui ont déjà été cités, mais que je rappelle, permettent de le mesurer. Un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans. 50% des photos qui s'échangent sur les sites pédopornographiques ont d'abord été publiées par les parents. 43% des parents postent des photos de leurs enfants et sur les sites pornographiques, les recherches les plus fréquentes concernent ces enfants. 40% des adolescents considèrent que leurs parents les exposent trop sur les réseaux. Pourtant, une simple photo peut avoir bien des effets néfastes. Partage et ou utilisation par des personnes très mal intentionnées, mais aussi harcèlement ou course au like. Les adolescents branchés sur leur smartphone plus de 5 heures par jour ont 66% de risques supplémentaires de souffrir de symptômes suicidaires que ceux qui ne consacrent qu'une heure quotidienne aux écrans. Les réseaux sociaux sont à la source de bien des conséquences néfastes et rappelons-le, les propriétaires de ces réseaux n'ont aucune espèce d'intérêt à réguler cela. Les utilisations frauduleuses sans consentement, le harcèlement génèrent des clics, les clics des publicités, les publicités de l'argent, le visage d'un enfant ou une photo de lui sur la plage. Cela nourrit une mécanique implacable de cache et de non-respect de la dignité. Cette loi permet d'affirmer que les enfants ne sont pas des sous-citoyens. Ils et elles ont des droits, notamment à la vie privée. Cette loi permet d'avancer dans la garantie de ces droits. Pour cette raison, le groupe écologiste soutiendra ce texte. Nous nous réjouissons que la version mise en débat aujourd'hui présente l'article 5 dans la rédaction que mon collègue Jérémy Jordanov vous avait suggérée et que vous avez adoptée. Cette disposition renforce les prérogatives de la CNIL pour garantir pleinement la vie privée des enfants,
Elle est à nos yeux importante. Nous espérons que vous aurez la sagesse de conserver cet article dans sa portée actuelle et que vous donnerez les moyens à la CNIL de rendre effectifs ces contrôles. Car tel est le sujet principal. Nous pouvons ici légiférer. Encore faut-il que les services en charge de la sécurité des enfants soient suffisamment fournis en personnel, en matériel, formation pour être efficaces. Enfin, je rappelle à cette tribune que la santé mentale des 16-25 ans se dégrade dans une ampleur inédite. Les pensées suicidaires, les tentatives de suicide et les suicides sont 2 fois supérieures à ce qu'elles étaient avant la crise du Covid. Les jeunes se livrent parfois une guerre sans merci sur les réseaux sociaux, une guerre de réputation, et cela contribue à dégrader la santé de nos enfants. Face à ce fléau, cette loi est une première étape, mais elle en restera au statut d'intention si elle n'est pas accompagnée de prévention, de formation, de détection et de recrutement pour lutter contre les malutilisations des images et des vidéos des parents, des proches, des encadrants et des enfants eux-mêmes. Nos enfants, définitivement, valent mieux que des clics. Je vous remercie. La parole est à monsieur Nicolas Sansu pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui en dernière lecture une proposition de loi visant à garantir le droit à l'image des enfants. Ce texte aurait dû aboutir à un consensus en commission mixte paritaire, tant nous pouvons toutes et tous nous accorder sur la nécessité et le bien fondé de mieux protéger nos enfants des détournements de leur image dont ils peuvent être victimes sur Internet. L'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux est devenue une pratique courante, sinon banale, de la vie quotidienne pour bon nombre de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Partager une photo de son enfant, de ses premiers pas, de ses premiers exploits est un acte qui paraît très anodin pour des parents si fiers de leur chérubin. Ainsi, chaque année, des millions de photographies sont publiées sur Internet et ses réseaux, sans d'ailleurs que la plupart de ces enfants y aient consenti. Dans la majorité des circonstances, et ça a été rappelé, les parents qui postent des contenus mettant en scène leur enfant n'y voient aucune malveillance, aucun danger. Et pourtant, Internet compte bon nombre de personnes mal intentionnées. Si l'on ne devait retenir qu'un chiffre, celui-ci est éloquent. En 2020, 50% des images échangées sur des sites pédopornographiques étaient initialement des photos partagées par des parents qui ne se seraient sûrement jamais doutés qu'elles seraient détournées à de telles fins. C'est pourquoi nous soutenons l'article 1er de cette proposition de loi visant à inscrire dans le Code civil que les parents ont pour responsabilité de protéger la vie privée de leur enfant. Poster une photo de son enfant sur Internet n'est pas si anodin et doit inciter les parents à la réflexion, et ce, alors que le droit à l'oubli reste très difficile à faire appliquer. L'article 2 poursuit le même objectif en disposant que les parents protègent de façon conjointe le droit à l'image de leur enfant mineur et l'associent à l'exercice de son droit à l'image selon son âge et son degré de maturité. Cet article ainsi rédigé nous apparaît plus équilibré que